Sur la première 7h36, on s'intéresse toute la semaine à 7h35 avec nos invités à quelques-uns des événements qui ont marqué l'année écoulée, dont on parlera encore à coup sûr l'année prochaine en 2017. Ce matin, on va parler politique suisse. C'est le thème de l'année et il a enfin trouvé son épilogue lors de la dernière session parlementaire. Il s'agit bien sûr de la mise en œuvre de l'initiative contre l'immigration de masse acceptée par le peuple suisse le 9 février 2014. 3 ans de discussions, de débats pour trouver un compromis compatible avec l'Europe. Pourtant, ce débat n'est pas terminé. La question des relations avec l'Union européenne reste irrésolue. L'ASIN, c'est tout récent, l'ASIN promet de lancer une initiative contre la libre circulation des personnes parce que, dit-elle, la volonté populaire n'a pas été respectée. Bonjour Olivier Meuvely. Bonjour. Vaste programme et vaste débat qu'on va parcourir avec vous. Ce qui s'est fait cette année, ce qu'on aura dans les temps prochains. Vous êtes essayiste, historien, grand connaisseur du PLR. Vous avez publié il y a quelques mois aux éditions Slatkin La droite et la gauche, dont vous nous dites qu'elles existent encore bel et bien, contrairement à d'autres. Le PLR, disais-je, le PLR qui a été l'artisan du compromis, qui est un peu revenu au centre, ce parti qui était le pivot à l'époque et qui est né ou rené de ses cendres cette année. On y reviendra, mais tout d'abord, ce qui a été entériné par le Parlement il y a quelques semaines, ce compromis sur l'initiative contre l'immigration de masse, est-ce que vous, qui êtes historien des idées politiques, est-ce que ça respecte ou non la volonté du peuple ? J'étais en effet un peu surpris de tous ces hurlements sur ce sujet, et ces hurlements qui dénonçaient une prétendue trahison de la volonté populaire. Alors, je crois que selon la mécanique de la démocratie directe en Suisse, je crois que la procédure a été respectée, et je crois surtout que parce que le recours au peuple est toujours possible par un biais ou par un autre, c'est le devoir du Parlement et du Conseil fédéral de chercher les solutions les plus acceptables et de donner aussi leur interprétation d'un texte voté par le peuple. Il est évident que la solution idéale serait de pouvoir appliquer tel quel un texte qui a été adopté. Mais on connaît, il y a plusieurs cas dans l'histoire même récente, de situations où la réalité se heurte parfois, plutôt les choix politiques se heurtent à une réalité qui est un peu plus rétive à des situations carrées. Dans le cas présent, des promesses avaient été faites, il n'y aurait jamais de problème entre la Suisse et l'Union européenne, des solutions seraient faciles à trouver et c'était au Conseil fédéral de travailler. En l'occurrence, on s'est aperçu que non, qu'il y avait de gros problèmes, que l'Union européenne n'était pas prête à accepter sans me dire les décisions du peuple suisse, et dès lors, c'était au rôle du Parlement et du gouvernement de trouver le moyen de trouver un chemin, d'être en restant le plus près possible de la décision, du texte voté, mais en cherchant à l'adapter à la réalité. Et le système suisse permet ce travail-là, parce qu'il y a toujours les moyens de revenir sur la question. Et puis, tout sujet mérite aussi d'être digéré, d'être travaillé, d'être confronté à la réalité dont je parlais en l'occurrence. Alors pour vous, il n'y a pas de déni de démocratie, c'est très clair. Non. Le texte n'est pas tout à fait le même, ça s'est adapté à la réelle politique du oui, jour. On l'a vu avec la mois. TVA à l'époque, il a fallu 3 ans, 3 votations pour que le système soit accepté. L'assurance paternité, ça a aussi pris beaucoup de temps. Il y a un processus de maturation qui est nécessaire. Et si aujourd'hui on devait revoter sur cette initiative, je ne suis pas certain que le peuple l'accepterait de la même façon. Car entre ce qu'on espère, ce qu'on attend le jour J, et puis là on voit ce qui se passe après, l'évolution qui se produit, et puis il peut y avoir ce phénomène de décotation, d'adaptation à une réalité qui est mouvante. Et en l'occurrence, le Parlement propose un texte, il y avait moyen de lancer le référendum, ce n'a pas été fait. Peut-être que l'UDC sait aussi pourquoi, parce que c'est pas sûr qu'elle se retrouve exactement dans le même cas de figure qu'en 2014 et qu'elle puisse tirer ses boulets de la même façon, qu'il y aurait eu une évolution, que les gens ont aussi compris durant 3 ans que le contexte avait évolué et qu'on aussi on ne pouvait pas non plus imposer ce qu'on voulait à l'Union européenne malgré ses problèmes.
Alors, Olivier Meuvely, position très claire qui est la vôtre. Il n'y a pas de déni de démocratie, il y a décantation d'un texte accepté il y a 3 ans. Puis bon, voilà, les temps ont changé aussi. Vous nous le dites aussi, c'est de loin pas la première fois que ce processus a lieu dans la politique suisse. Vous rappelez l'assurance maternité, etc. Bon, revoter, on va devoir le faire pour le coup, parce qu'il se profile pas mal de choses. Alors, on rappelle, il n'y aura pas de référendum, l'UDC ne bouge pas pour l'instant. Il y aura peut-être Rasa, un contre-projet du Conseil fédéral, et puis il y a l'ASIN aussi qui est sorti du bois il y a quelques jours en disant il va falloir voter maintenant très clairement, frontalement, pour ou contre la libre circulation des personnes. Si l'on commence par Rasa, cette initiative qui veut biffer l'article constitutionnel accepté il y a 3 ans, est-ce que ça c'est démocratique ou antidémocratique, Olivier Meuvely? C'est démocratique parce qu'ils ont le droit de le faire. Le système le permet. Donc il n'y a pas de rupture par rapport à ce que la procédure dicte ou peut dicter. En revanche, sur la manière de faire, je suis plus circonspect et je crois que ce n'est pas une bonne idée de si rapidement dire on va revoter sur le texte, vous vous êtes trompé. On revient sur cette logique qui a fait tant de mal à l'Union européenne, le peuple se trompe, il faut le faire revoter parce qu'il comprendra dès lors ce qui s'est réellement passé et où est son intérêt. Je crois que là, la méthode, elle est démocratiquement et juridiquement correcte. En revanche, politiquement, c'est plus douteux. Je préfère largement la procédure qui a été adoptée dans le cadre de la loi d'application. Moi-même, je serais d'ailleurs presque favorable à ce que on vote automatiquement sur des lois d'application. Il y a des initiatives. Référendum obligatoire. Pourquoi pas? Vous êtes favorable à ça? Alors, favorable, non, je préfère le système actuel. Mais si vraiment il faut changer quelque chose, comme le demandent certains, eh bien, tant qu'à faire, on aurait vraiment le Parlement on a une démocratie semi-directe. Et ça, c'est un élément important. Ça veut dire que le Parlement a son mot à dire, y compris dans les textes adoptés selon la voie de la démocratie directe, initiative, référendum. Le Parlement travaille, adopte une loi, fait une loi d'application, et puis alors, pourquoi pas, on soumet directement la loi au peuple qui validerait ou invaliderait le travail du Parlement avec ce temps de recul qui pourrait lui permettre de voir les choses différemment, mais non pas en lui disant « Peuple, tu t'es trompé, il faut maintenant repasser à la caisse ». Clairement, pour ce qui s'est tramé sous la coupole à la fin de le vendredi de la dernière session d'hiver, cette loi d'application, il aurait fallu, dans l'idéal, mais notre système ne prévoit pas ça pour l'instant, référendum obligatoire, du coup ça couperait l'herbe sous le pied de l'UDC qui dit déni de démocratie. On revote de manière obligatoire. De nouveau, c'est une hypothèse, c'est une possibilité. Si vraiment on veut modifier le système, il y a beaucoup de discussions autour de la réforme des droits populaires, et ceci pourrait être une piste qui me paraîtrait plus porteuse que d'autres, passer par exemple devant une cour constitutionnelle, qui là me paraîtrait alors être un très grave problème par rapport à la subtilité du mécanisme que l'on connaît en Suisse. Bon, il y a le Conseil fédéral qui planche sur un contre-projet. Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre avec un tel décalage là aujourd'hui entre la Constitution et la loi d'application? Est-ce qu'il faut vraiment là aussi encore un contre-projet, Olivier Meuvely? Alors, à la limite, le contre-projet, il est plus à la possible initiative de l'ASIN sur la libre circulation que sur Rasa. Oui. Il y a un jeu à plusieurs pistes qui se joue actuellement. Je ne sais pas encore, c'est un choix tactique. Il y a en effet cette loi qui a été adoptée par le Parlement. Il y a Rasa, il y a cette menace d'initiative venant de l'ASIN. Le Conseil fédéral, au jour d'aujourd'hui, estime que le cheminement paraît le moins mauvais serait en effet de jouer sur ce contre-projet, sur un sujet qui pourrait alors invalider l'autre. Enfin, ça, c'est encore dur à dire. C'est très hypothétique, ouais. Vous dites menace, l'initiative brandit la menace, ce sont vos mots d'une votation frontale sur la libre circulation. C'est une menace ou, comme disent certains autres, c'est une chance de pouvoir enfin clarifier ce dossier? Donc c'est une menace dans la mesure où ce n'est pas encore annoncé tel quel, je crois. Ça va l'être probablement. Probablement. Alors voilà, on est encore dans le probable. Autrement, non. En effet, c'est pas forcément une menace comme telle. Ce serait l'occasion de pouvoir voter. Et de nouveau, je suis pas sûr en effet que on soit dans de mauvaises circonstances pour affronter ce vote. Ça aurait le mérite en effet de poser tel quel le sujet sur la table. Et non plus par étapes et par conflit
circonstanciel sur le sujet. Et là, les Suisses diraient quoi, selon vous, s'ils étaient appelés à voter sur cette question dans une année et demie, 2 ans? Où en est-on du substrat citoyen suisse par rapport à cette question frontale? Alors, libre circulation, c'est clair qu'il peut encore couler beaucoup d'eau sous les ponts d'ici à 2018 ou 2019. Que diraient les Suisses face à cette question de politique fictive, Olivier Meuvely? Mais vous qui en connaissez un rayon sur l'histoire, on dirait quoi à ça? Alors, je pense, comme je l'ai dit, c'est que le contexte n'est pas forcément défavorable. Et par tout le travail qui a été fait, et c'est le mérite de la démocratie directe, en lien avec le travail parlementaire, c'est que le sujet revient très régulièrement, trop selon certains, c'est vrai, sur le devant de la scène. On en parle souvent. Il y a tous un travail de discussion, de débat qui se fait en amont, en aval, qui permet de remettre sur la table régulièrement les enjeux, de les rediscuter, de les comparer, de les confronter à ce contexte international qui évolue, si bien que la préparation en vue de ces décisions s'améliore aussi à chaque étape. Donc je pense que les Suisses pourraient très bien accepter le principe qu'après réflexion, compte tenu de tous les événements récents, du contexte économique, eh bien on estime que le principe de base est valable. Il faut l'amender en revanche. Et là, la loi qui a été adoptée revient dans le circuit. Donc je pense que tout espoir n'est pas perdu. Donc on confirme le principe de libre circulation, mais on l'amende tel qu'on l'a fait cette année. C'est un scénario qui est tout à fait possible, évidemment, on verra, mais ce que je veux dire uniquement, c'est que le travail qui existe, qui est fait, peut permettre d'aboutir à des bonnes décisions dans ce domaine-là, y compris le maintien de la libre circulation. Qu'est-ce qu'a montré ces 3 années et ces derniers mois par rapport à cet objet-là, Olivier Meuvely? Est-ce que ça démontre quelle santé du système politique, des institutions politiques suisses? Une bonne santé ou au contraire quelques petites fissures qui sont apparues? J'ai toujours cru dans la grande capacité de résilience du système politique suisse et en sa grande capacité d'adaptation. Je crois que la situation actuelle et tous les problèmes dont on parle le montrent encore. Maintenant, il faut toujours être vigilant. Ce système est fragile, les équilibres sont subtils, rien peut déranger cette belle mécanique, mais globalement, je suis plutôt confiant. Parce que, justement, il y a cette capacité d'enregistrer aussi ce qui se dit, ce qui se passe, ce qui se fait, à côté des pures décisions mécaniques et juridiques. Il y a cette interaction continuelle entre le procédural et le politique qui permet d'être toujours au fait de la situation et d'être sensible aussi aux humeurs de la population. Je reste persuadé que l'initiative, par exemple, n'est pas un outil qui attise le populisme, comme le disent certains, mais au contraire, qui permet de le désamorcer parce que les sujets ne sont pas évacués abruptement. Il n'y a pas trop d'initiatives, il n'y a pas trop de populisme via l'initiative. Beaucoup disent ça. Alors, Olivier il y a Meuvely, des initiatives qui sont clairement populistes, à droite et à gauche, ça on ne peut pas le nier, mais si ces idées apparaissent, c'est qu'elles répondent à quelque chose, à un besoin. C'est qu'il y a des gens qui estiment qu'il faut qu'on en parle. Alors parlons-en. Moi j'avais une grande crainte à propos d'initiatives sur le revenu universel. Je craignais que, parce que tout le monde disait que le sujet serait balayé, que ça coûterait trop cher, qu'il n'y aurait pas de débat. Eh bien non. Alors moi-même, à titre personnel, j'étais contre cette initiative. Alors, le sujet était balayé, mais le débat a eu lieu. Ouais. Eh bien, le débat. Alors j'étais contre l'initiative, mais je souhaitais ardemment qu'on puisse en débattre, qu'on puisse en discuter, tout discuter des tenants et aboutissants d'une telle proposition qui est révolutionnaire et qui va revenir sur le tapis sous une forme ou sous une autre. Alors, on a pu en discuter sérieusement, les arguments pour, contre, et dès lors, les gens sont prêts. Et quand le sujet reviendra, de nouveau, je pense qu'il reviendra sous une forme ou sous une autre, eh bien, il y aura déjà eu une première étape dans la discussion et peut-être qu'il y aura d'autres idées qui vont émerger entre-temps, qui vont ouvrir d'autres pistes de réflexion, mais le sujet n'a pas été évacué avec des réflexions ou des arguments qui, eux, auraient été populistes, uniquement « c'est trop cher, c'est pas possible » ou je ne sais quoi. Là, en l'occurrence, on a assumé, on a accepté que ce sujet
peut-être farfelu, méritait d'être débattu. Olivier Meuvely, l'histoire de la Suisse, en tout cas depuis 1848, c'est aussi l'histoire des radicaux. Vous la connaissez par cœur, cette histoire. On a vu ressurgir le PLR dans une alliance avec le PS, tel qu'il nous avait habitués par le passé. C'est aussi une solution beaucoup PLR, un peu PS, celle qui a été trouvée sous la coupole. Alors, ce qui peut paraître assez paradoxal, parce que le PLR est un parti qui se veut très anti-bureaucratique, en tout cas qui a essayé de lutter contre la bureaucratie. Puis, du coup, cette solution trouvée va amener pas mal de bureaucratie pour les entreprises. Cette préférence indigène, il n'y a pas un petit paradoxe là, historique? Non. Déjà, je crois que ce n'est pas la loi en tant que telle qui va amener la bureaucratie, c'est l'initiative déjà. Si elle avait été appliquée telle qu'elle, aurait aussi débouché sur une énorme masse de bureaucratie supplémentaire. Donc, de nouveau, la loi est censée quand même appliquer un texte voté, et puis elle essaye de se coller au mieux au libellé de cet article constitutionnel. Maintenant, sur le rôle du PLR, je crois qu'il a assumé sa fonction non seulement historique, mais je dirais intellectuelle aussi. Retrouver peut-être, ou plus qu'assumer sa fonction historique, qu'il avait un peu perdu. Non, je crois qu'il n'a pas perdu forcément. Le problème du PLR, c'était le problème des radicaux avant que le PLR existe comme tel, c'est qu'ils ont toujours été dans cette position délicate de trouver des compromis, de pouvoir faire avancer le pays comme il l'espère, en sachant pertinemment que le temps où il pouvait décider seul est depuis longtemps terminé. Dès lors, il doit forcément s'allier ou avec la droite, l'UDC, ou trouver des solutions avec le PS. Le problème du PLR a longtemps été le travail pédagogique, entre guillemets, c'est-à-dire expliquer pourquoi un coup on est avec l'UDC, un coup on est avec le PS. Et là, en l'occurrence, ils ont expliquer le pourquoi de leur décision, de leur stratégie, et puis d'autres sujets, ils sont avec l'UDC et ils disent pourquoi. En l'occurrence, c'est avec le PS, ils disent également pourquoi. Et là, je pense que c'est un élément qui est important et c'est nécessaire. Sinon, le PLR retomberait dans ses travers d'apparaître comme un parti girouette où on ne sait pas très bien le situer à la fin de l'exercice. En l'occurrence, il essaye de placer, je crois, dans une stratégie ces décisions forcément changeantes. Et le PDC manquait à l'appel de cette alliance. Comment expliquez-vous cette posture du PDC ? Alors, à titre personnel, je la comprends assez mal. J'imagine qu'ils ont voulu se démarquer de ce consensus qui se crée un peu à leur insu, car ils n'ont pas été partie prenante. Est-ce qu'ils ont voulu être plus royalistes que le roi et reprendre l'argument de l'UDC, justement sur ce prétendu déni de démocratie? Gerhard Pfister a eu des propos qui allaient un peu dans ce sens. C'est un peu ainsi que je l'interprète. Une droitisation du PDC qui est en marche sous la houlette de M. Pfister et d'autres. Il me semble que c'est un peu tôt pour l'affirmer. Ceci a été dit et répété pendant longtemps durant la phase de candidature de M. Pfister à ce poste. Je crois qu'il faut lui laisser le temps de travailler. Et là aussi, avoir la succession des décisions que prendrait le PDC pour en tirer un bilan. Ça me semble prématuré en l'état. Olivier Meuvely, quelques articles de presse qui vont stimuler notre esprit et le vôtre, à n'en pas douter. Tout d'abord, dans la NZZ, Sandra Zimmerli, le libéralisme, c'est du réalisme humain. Ouais, les libéraux veulent améliorer le monde réel, mais les problèmes du monde, ils ne les interprètent pas comme les conséquences de grosses constructions, comme les nations, les classes ou autres formes de normes, mais comme un agrégat complexe d'actions individuelles. Au centre de la pensée libérale, il y a donc toujours l'homme, l'humain, avec toutes ses facettes, raison pour laquelle, pour les problèmes économiques et politiques, les libéraux ne font pas confiance aux plans qui viennent d'en haut, mais plutôt à l'innovation d'en bas et la diversité. Pour beaucoup, des mots comme libéralisme, libéral et encore plus néolibéral riment avec hautain, sans âme et froid, alors que c'est justement tout le contraire. Vous avez un sourire aux lèvres, Olivier Meuvely. Vous approuvez ou pas ce qui vient d'être dit? Entièrement. On peut en parler combien de temps là? Écoutez, on a une bonne minute pour ce sujet-là. Je rigole. Non, le libéralisme a toujours été confronté au problème suivant. Si il veut ne pas être seulement une belle idée éthérée sur la liberté idéale, mais s'investir dans le réel, participer au gouvernement, il doit s'adapter. Et le libéralisme qui s'inspire de Condorcet, de Tocqueville, de Benjamin Constant, est, je dirais, vissé sur
la notion de pragmatisme, c'est le perfectionnement. Hein. Pour Tocqueville, Benjamin Constant, même Condorcet avant eux, la société progresse, l'humain progresse, se perfectionne continuellement, s'améliore et va vers son amélioration par le travail, par ses propres actions. Dès lors, cette notion de perfectionnement permet de comprendre le libéralisme dans cette volonté de chercher à être au plus près du réel, d'être dans le but d'améliorer la société autant que faire se peut, et donc doit travailler sur un pragmatisme et intégrer au maximum aussi les autres réalités. C'est pour ça que le libéralisme, au début du 19e siècle, n'était pas forcément démocratique, loin de là. Oui. En revanche, c'était plutôt le système anglais, la démocratie représentative, oui, mais censitaire. En revanche, petit à petit, ils ont adopté le suffrage universel, puis ils ont intégré les processus démocratiques, puis ils ont intégré les règles de l'État-providence, dans cette volonté d'équilibrer la société, de pouvoir construire ce qui était dit dans l'article de la NZZ, au plus près du réel et dans les meilleures conditions possibles pour l'individu. Et de même, malgré qu'on le veuille ou non, la question écologique a été intégré, mal d'après certains, mais il n'empêche. Les premières lois sur l'environnement sont issues de partis d'obédience libérale. Après, on peut dire qu'ils n'ont pas été assez loin. Alors après, le débat est ouvert. Mais je veux dire qu'il y a cette étape d'adoption, une fois d'adaptation, d'intégration des problèmes nouveaux, avec la tentative de pouvoir créer des synthèses en évolution permanente et capable d'être applicable et de gouverner. Et de l'autre côté, une figure du syndicalisme et de la gauche genevoise, il s'appelle Michel Ducommun, Dominique Chauffat. Il publie un livre manifeste sur les luttes sociales en Suisse, c'est à lire dans le Courrier. Oui, le capitalisme est responsable de toutes nos crises. Le programme est d'emblée dévoilé dans le titre de cet ouvrage. Il faut dire que Michel Ducommun est l'ancien président du cartel intersyndical de la fonction publique. Il a été député au Grand Conseil genevois. Il prône donc une rupture avec notre mode de production. Son argument, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes sortis de l'économie du manque pour passer dans un régime de relative abondance. Du coup, on peut envisager de basculer vers un éco-socialisme sans risquer une catastrophe sociale. On doit même le faire pour sortir de l'impasse climatique dont vous parliez tout à l'heure. On est très ambitieux parce qu'on a peu de temps, puis on soulève ces sujets-là avec vous, Olivier Meuvely, mais enfin, est-ce qu'on peut basculer vers l'éco-socialisme et puis on n'y perdra pas trop de plumes? C'est toujours assez amusant d'entendre que actuellement, on change. Le capitalisme est accusé de tous les maux à peu près depuis qu'il existe. Et encore le PS, dans son programme, veut dépasser le capitalisme cette année ou l'année prochaine. C'est pas franchement une déclaration nouvelle, et ça fait environ 2 siècles depuis que le capitalisme, tel qu'on le voit, existe, qu'on essaye, de l'améliorer, voire de dépasser. Donc c'est un débat qui est assez récurrent et qui est nécessaire. Qui est nécessaire, oui, je retiens ça. Le capitalisme n'a jamais été en soi une fin en soi. Je veux dire, le capitalisme a aussi ses défauts. Les libéraux l'ont aussi intégré. Là aussi, on peut discuter sur les solutions qu'ils ont apportées. Mais ça a toujours été admis qu'il y avait des correctifs à apporter à travers le partenariat social, à travers les lois, à travers la création de l'État-providence par la suite. Mais ça, c'est un peu du populisme, pour reprendre le terme qu'on a utilisé, de revenir chaque fois, le capitalisme est la mère, le père de tous les maux. Donc là, les socialistes sont un peu populistes pour le coup. Mais bien entendu, autant que les autres partis peut aussi l'être sur d'autres sujets, mais le capitalisme existe depuis longtemps, malgré tout, et une partie de la gauche l'a bien compris, c'est ce système-là qui a apporté l'abondance dont parle M. Ducommun, justement, dans son livre. Cette abondance ne tombe pas du ciel, c'est bien un système qui a pu permettre de la gérer, de l'engendrer et de la réguler aussi. Le capitalisme a aussi des mécanismes d'autorégulation, même s'ils peuvent être parfois défaillants. Vous l'avez très bien dit. Merci infiniment, Olivier Meuvely, d'avoir été notre invité. La droite et la gauche, c'est Slatkin, titre de votre dernier ouvrage paru il y a quelques mois. Vous êtes essayiste et historien. Excellente journée. Merci, pareillement.